Bonjour, alors nous approchons de la fin de la princesse de Clèves, enfin. Donc la fin de la 4e partie. Monsieur de Clèves a fait suivre Monsieur de Nemours qui se trouve en fait à Coulommiers et il veut essayer de parler à la princesse de Clèves. Donc on va voir s'il est capable. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez avoir d'autres lectures, n'hésitez pas. Donc je reprends. Quoiqu'il eût une joie sensible de l'avoir trouvé si rempli de son idée, il était néanmoins très affligé de lui avoir vu un mouvement si naturel de le fuir. La passion n'a jamais été si tendre et si violente qu'elle l'était alors en ce prince. Il s'en alla sous les saules, le long d'un petit ruisseau qui coulait derrière la maison où il était caché. Il s'éloigna le plus qu'il lui fut possible pour n'être vu ni entendu de personne. Il s'abandonna au transport de son amour et son cœur en fut tellement pressé qu'il fut contraint de laisser couler quelques larmes. Mais ces larmes n'étaient pas de celles que la douleur seule fait répandre. Elles étaient mêlées de douceur et de ce charme qui ne se trouve que dans l'amour. Il se mit à repasser toutes les actions de Madame de Clèves depuis qu'il en était amoureux. Quelle rigueur honnête et modeste elle avait toujours eue pour lui, quoiqu'elle l'aimât. Car enfin elle m'aime, disait-il. Elle m'aime, je n'en saurais douter. Les plus grands engagements et les plus grandes faveurs ne sont pas des manques si assurés pour celles que j'en ai eues. Cependant, je suis traitée avec la même rigueur que si j'étais haïe. J'ai espéré autant, je n'en dois plus rien attendre. Je la vois toujours se défendre également contre moi et contre elle-même. Si je n'étais point aimée, je songerais à plaire. Mais je plais, on m'aime et on me le cache. Que puis-je donc espérer? Et quel changement dois-je attendre dans ma destinée? Quoi? Je serais aimée de la plus aimable personne du monde et je n'aurais cet excès d'amour que donnent les premières certitudes d'être aimée que pour mieux sentir la douleur d'être maltraitée. Laissez-moi voir que vous m'aimez, belle princesse, s'écria-t-il. Laissez-moi voir vos sentiments. Pourvu que je les connaisse par vous, une fois en ma vie. Je consens que vous repreniez pour toujours ces rigueurs dont vous m'accabliez. Regardez-moi du moins avec ces mêmes yeux dont je vous ai vu cette nuit regarder mon portrait. Pouvez-vous l'avoir regardé avec tant de douceur et m'avoir fui moi-même si cruellement? Que craignez-vous? Pourquoi mon amour vous est-il si redoutable? Vous m'aimez, vous me le cachez inutilement. Vous-même m'en avez donné des marques involontaires. Je sais mon bonheur, laissez m'en jouir, et cessez de me rendre malheureux. Est-il possible, reprenait-il, que je sois aimé de Madame de Clèves et que je sois malheureux? Quelle était belle cette nuit! Comment ai-je pu résister à l'envie de me jeter à ses pieds? Si je l'avais fait, je l'aurais peut-être empêché de me fuir. Mon respect l'aurait rassuré. Mais peut-être, elle ne m'a pas reconnu. Je m'afflige plus que je ne dois. Et la vue d'un homme à une heure si extraordinaire l'a effrayé. Ces mêmes pensées occupèrent tout le jour M. de Nemours. Il attendit la nuit avec impatience, et quand elle fut venue, il reprit le chemin de Coulommiers. Le gentilhomme de M. de Clèves, qui s'était déguisé afin d'être moins remarqué, le suivit jusqu'au lieu où il l'avait suivi le soir auparavant, et le vit entrer dans le même jardin. Ce prince connut bientôt que Madame de Clèves n'avait pas voulu hasarder qu'il essayât encore de la voir. Toutes les portes étaient fermées. Il tourna de tous les côtés pour découvrir s'il ne verrait point de lumière, mais ce fut inutilement. Madame de Clèves, s'étant doutée que M. de Nemours pourrait revenir, était demeurée dans sa chambre. Elle avait appréhendé de n'avoir pas toujours la force de le fuir, et elle n'avait pas voulu se mettre au hasard de lui parler d'une manière si peu conforme à la conduite qu'elle avait eue jusqu'alors. Quoique M. de Nemours n'eût aucune espérance de la voir, il ne put se résoudre à sortir si tôt d'un lieu où elle était si souvent. Il passa la nuit entière dans le jardin et trouva quelque consolation à voir du moins les mêmes objets qu'elle voyait tous les jours. Le soleil était levé devant qu'il pensât à se retirer, mais enfin la crainte d'être découvert l'obligea à s'en aller. Il lui fut impossible de s'éloigner sans voir Madame de Clèves, et il alla chez Madame de Mercœur, qui était alors dans cette maison qu'elle avait proche de Coulommiers. Elle fut extrêmement surprise de l'arrivée de son frère. Il inventa une cause de son voyage assez vraisemblable pour la tromper. Et enfin, il conduisit si habilement son dessein qu'il l'obligea à lui proposer d'elle-même d'aller chez Madame de Clèves. Cette proposition fut exécutée dès le même jour, et M. de Nemours dit à sa sœur qu'il la quitterait à Coulommiers pour s'en retourner en diligence trouver le roi. Il fit ce dessein de la quitter à Coulommiers dans la pensée de l'en laisser partir la première, et il crut avoir trouvé un moyen infaillible de parler à Madame de Clèves.
Comme ils arrivèrent, elle se promenait dans une grande allée qui borde le parterre. La vue de M. de Nemours ne lui causa pas un médiocre trouble et ne lui laissa plus de douter que ce ne fût lui qu'elle avait vu la nuit précédente. Cette certitude lui donna quelques mouvements de colère par la hardiesse et l'imprudence qu'elle trouvait dans ce qu'il avait entrepris. Ce prince remarqua une impression de froideur sur son visage qui lui donna une sensible douleur. La conversation fut de choses indifférentes, et néanmoins il trouva l'art d'y faire paraître tant d'esprit, tant de complaisance et tant d'admiration pour madame de Clèves, qu'il dissipa malgré elle une partie de la froideur qu'elle avait eue d'abord. Lorsqu'il se sentit rassuré de sa première crainte, il témoigna une extrême curiosité d'aller voir le pavillon de la forêt. Il en parla comme du plus agréable lieu du monde, et en fit même une description si particulière que madame de Mercœur lui dit qu'il fallait qu'il y eût été plusieurs fois pour en connaître si bien toutes les beautés. « Je ne crois pourtant pas, reprit madame de Clèves, que monsieur de Nemours y ait jamais entré. C'est un lieu qui n'est achevé que depuis peu. Il n'y a pas longtemps aussi j'y ai été, reprit monsieur de Nemours en la regardant. Et je ne sais si je ne dois point être bien aise que vous ayez oublié de m'y avoir vu. » Madame de Mercœur, qui regardait la beauté des jardins, n'avait point d'attention à ce que disait son frère. Madame de Clèves rougit, et baissant les yeux sans regarder monsieur de Nemours. « Je ne me souviens point, lui dit-elle, de vous y avoir vu, et si vous y avez été, c'est sans que je l'aie su. »« Il est vrai, madame, répliqua monsieur de Nemours, que j'y ai été sans vos ordres, et j'y ai passé les plus doux et les plus cruels moments de ma vie. » Madame de Clèves entendait trop bien tout ce que disait ce prince, mais elle n'y répondit point. Elle songea à empêcher madame de Mercœur d'aller dans ce cabinet, parce que le portrait de monsieur de Nemours y était, et qu'elle ne voulait pas qu'elle l'y vît. Elle fit si bien que le temps se passa insensiblement, et madame de Mercœur parla de s'en retourner. Mais quand madame de Clèves vit que monsieur de Nemours et sa sœur ne s'en allaient pas ensemble, elle jugea bien à quoi elle allait être exposée. Elle se trouva dans le même embarras où elle s'était trouvée à Paris, et elle prit aussi le même parti. La crainte que cette visite ne fût encore une confirmation des soupçons qu'avait son mari ne contribua pas peu à la déterminer. Et pour éviter que monsieur de Nemours ne demeurât seul avec elle, elle dit à madame de Mercœur qu'elle allait conduire jusqu'au bord de la forêt, et elle ordonna que son carrosse la suivît. La douleur qu'eut ce prince de trouver toujours cette même continuation des rigueurs en madame de Clèves fut si violente qu'il en pâlit dans le même moment. Madame de Mercœur lui demanda s'il se trouvait mal. Mais il regarda madame de Clèves sans que personne s'en aperçût, et lui fit juger par ses regards qu'il n'avait d'autre mal que son désespoir. Cependant, il fallut qu'il les laissât partir sans oser les suivre, et après ce qu'il avait dit, il ne pouvait plus retourner avec sa sœur. Ainsi il revint à Paris et on partit le lendemain. Le gentilhomme de M. de Clèves l'avait toujours observé. Il revint aussi à Paris, et comme il vit M. de Nemours parti pour Chambord, il prit la poste afin d'y arriver devant lui et de rendre compte de son voyage. Son maître attendait son retour, comme ce qui allait décider du malheur de toute sa vie. Sitôt qu'il le vit, il jugea par son visage et par son silence qu'il n'avait que des choses fâcheuses à lui apprendre. Il demeura quelque temps saisi d'affliction, la tête baissée, sans pouvoir parler. Enfin, il lui fit signe de la main de se retirer. « Allez, dit-il, je vois ce que vous avez à me dire, mais je n'ai pas la force de l'écouter. »« Je n'ai rien à vous apprendre, lui répondit le gentilhomme, sur quoi on puisse faire de jugement assuré. Il est vrai que M. de Nemours a entré 2 nuits de suite dans le jardin de la forêt, et qu'il a été le jour d'après à Coulommiers avec madame de Mercœur. »« C'est assez, répliqua M. de Clèves, c'est assez, en lui faisant encore signe de se retirer. Je n'ai pas besoin d'un plus grand éclaircissement. Un plus grand éclaircissement. » Le gentilhomme fut contraint de laisser son maître abandonné à son désespoir. Monsieur de Clèves, il aurait peut-être dû écouter son gentilhomme là jusqu'au bout, hein, vraiment. Parce qu'en fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. Madame de Clèves, elle n'a rien fait. Il n'y en a peut-être jamais eu un plus violent, et peu d'hommes d'un aussi grand courage et d'un cœur aussi passionné que Monsieur de Clèves ont ressenti en même temps la douleur que cause l'infidélité d'une maîtresse et la honte d'être trompé par une femme. Monsieur de Clèves ne put résister à l'accablement où il se trouva. La fièvre lui prit dès la nuit même, et avec de si grands accidents que dès ce moment sa maladie parut très dangereuse. On en donna avis à madame de Clèves. Elle vint en diligence.
Quand elle arriva, il était encore plus mal. Elle lui trouva quelque chose de si froid et de si glacé pour elle qu'elle en fut extrêmement surprise et affligée. Il lui parut même qu'il recevait avec peine les services qu'elle lui rendait. Mais enfin, elle pensa que c'était peut-être un effet de sa maladie. D'abord qu'elle fut à Blois, où la cour était alors, M. de Nemours ne put s'empêcher d'avoir de la joie de savoir qu'elle était dans le même lieu que lui. Il essaya de la voir et alla tous les jours chez M. de Clèves, sur le prétexte de savoir de ses nouvelles. Mais ce fut inutilement. Elle ne sortait point de la chambre de son mari et avait une douleur si violente de l'état où elle le voyait. M. de Nemours était désespéré qu'elle fût si affligée. Il jugeait aisément combien cette affliction renouvelait l'amitié qu'elle avait pour M. de Clèves, et combien cette amitié faisait une diversion dangereuse à la passion qu'elle avait dans le cœur. Ce sentiment lui donna un chagrin mortel pendant quelque temps, mais l'extrémité du mal de M. de Clèves lui ouvrit de nouvelles espérances. Il vit que Mme de Clèves serait peut-être en liberté de suivre son inclination, et qu'il pourrait trouver dans l'avenir une suite de bonheur et de plaisir durables. Il ne pouvait soutenir cette pensée, tant elle lui donnait de troubles et de transports, et il en éloignait son esprit par la crainte de se trouver trop malheureux s'il venait à perdre ses espérances. Il voulut continuer, mais une faiblesse lui ôta la parole. Madame de Clèves fit venir les médecins, ils le trouvèrent presque sans vie. Il languit néanmoins encore quelques jours et mourut enfin avec une constance admirable. Bon, il est quand même un petit peu mort pour rien. Voilà. Monsieur de Clèves, voilà. Donc ça c'est, voilà, je sais pas, on peut en tirer des leçons. Hein. Peut-être faire face, pas être dans le déni, je sais pas, écouter ce qu'on dit, au lieu d'avoir des malentendus inutiles. Voilà. Les gens, à force de ne pas se dire les choses, ça devient compliqué. Bref, Madame de Clèves demeura dans une affliction si violente qu'elle perdit quasi l'usage de la raison. Voilà. La reine la vint voir avec soin et la mena dans un couvent sans qu'elle sût où on la conduisait. Ses belles-sœurs la ramenèrent à Paris, qu'elle n'était pas encore en état de sentir distinctement sa douleur. Quand elle commença d'avoir la force de l'envisager et qu'elle vit quel mari elle avait perdu, qu'elle considéra quelle était la cause de sa mort et que c'était par la passion qu'elle avait eue pour un autre qu'elle en était la cause, l'horreur qu'elle eut pour elle-même et pour M. de Nemours ne se peut représenter. Ce prince n'osa, dans ses commencements, lui rendre d'autres soins que ceux que lui ordonnait la bienséance. Il connaissait assez Madame de Clèves pour croire qu'un plus grand empressement lui serait désagréable. Mais ce qu'il apprit ensuite lui fit bien voir qu'il devait avoir longtemps la même conduite. Un écuyer qu'il avait lui conta que le gentilhomme de M. de Clèves, qui était son ami intime, lui avait dit dans sa douleur de la perte de son maître que le voyage de M. de Nemours à Coulommiers était cause de sa mort. M. de Nemours fut extrêmement surpris de ce discours, mais après y avoir fait réflexion, il devina une partie de la vérité, et il jugea bien quels seraient d'abord les sentiments de Mme de Clèves, et quel éloignement elle aurait de lui, si elle croyait que le mal de son mari eût été causé par la jalousie. Il crut qu'il ne fallait pas même la faire sitôt souvenir de son nom, et il suivit cette conduite quelque pénible qu'elle lui parut. Il fit un voyage à Paris et ne put s'empêcher néanmoins d'aller à sa porte pour apprendre de ses nouvelles. On lui dit que personne ne la voyait, et qu'elle avait même défendu qu'on lui rendît compte de ce qu'il irait chercher. Peut-être que ces ordres si exacts étaient donnés en vue de ce prince, et pour ne point entendre parler de lui. M. de Nemours était trop amoureux pour pouvoir vivre si absolument privé de la vue de Madame de Clèves. Il résolut de trouver des moyens, quelque difficiles qu'ils puissent être, de sortir d'un état qui lui paraissait si insupportable. La douleur de cette princesse passait les bornes de la raison. Ce mari mourant et mourant à cause d'elle et avec tant de tendresse pour elle ne lui sortait point de l'esprit. Elle repassait incessamment tout ce qu'elle lui devait. Et elle se faisait un crime de n'avoir pas eu de la passion pour lui, comme si c'était une chose qui eût été en son pouvoir. Elle ne trouvait de consolation qu'à penser qu'elle le regrettait autant qu'il méritait d'être regretté, et qu'elle ne ferait dans le reste de sa vie que ce qu'il aurait été bien aise qu'elle eût fait s'il l'avait vécu. Elle avait pensé plusieurs fois comment il avait su que M. de Nemours était venu à Coulommiers. Elle ne soupçonnait pas ce prince de l'avoir compté, et lui paraissait même indifférent qu'il l'eût redit, tant elle se croyait guérie et éloignée de la passion qu'elle avait eue pour lui. Elle sentait néanmoins une douleur vive de s'imaginer qu'il était cause de la mort de son mari,
et elle se souvenait avec peine de la crainte que M. de Clèves lui avait témoignée en mourant, qu'elle ne l'épousât. Mais toutes ces douleurs se confondaient dans celles de la perte de son mari, et elle croyait n'en avoir point d'autre. Après que plusieurs mois furent passés, elle sortit de cette violente affliction où elle était et passa dans un état de tristesse et de langueur. Madame de Martigues fit un voyage à Paris et la vit avec soin pendant le séjour qu'elle y fit. Elle l'entretint de la cour et de tout ce qui s'y passait, et quoique Madame de Clèves ne parut pas y prendre intérêt, Madame de Martigues ne laissait pas de lui en parler pour la divertir. Elle lui conta des nouvelles du vidame, de M. de Guise et de tous les autres, qui étaient distingués par leur personne ou par leur mérite. Pour M. de Nemours, dit-elle, je ne sais si les affaires ont pris dans son cœur la place de la galanterie, mais il a bien moins de joie qu'il n'avait accoutumé d'en avoir. Il paraît fort retiré du commerce des femmes. Il fait souvent des voyages à Paris et je crois même qu'il y est présentement. Le nom de M. de Nemours surprit Madame de Clèves et la fit rougir. Elle changea de discours et Madame de Martigues ne s'aperçut point de son trouble. Le lendemain, cette princesse qui cherchait des occupations conformes à l'état où elle était, à l'approche de chez elle, voir un homme qui faisait des ouvrages de soie d'une façon particulière, et elle y fut dans le dessein d'en faire des semblables, après qu'on les lui eut montrés. Elle vit la porte d'une chambre où elle crut qu'il y en avait encore. Elle dit qu'on la lui ouvrit. Le maître répondit qu'il n'en avait pas la clé, et qu'elle était occupée par un homme qui y venait quelquefois pendant le jour pour dessiner de belles maisons, et des jardins que l'on voyait de ses fenêtres. « C'est l'homme du monde le mieux fait, ajouta-t-il, et il n'a guère la mine d'être réduit à gagner sa vie. Toutes les fois qu'il vient séant, je le vois toujours regarder les maisons et les jardins, mais je ne le vois jamais travailler. » Madame de Clèves écoutait ce discours avec une grande attention. Ce que lui avait dit Madame de Martigues, que M. de Nemours était quelquefois à Paris, se joignit dans son imagination à cet homme bien fait qui venait proche de chez elle, et lui fit une idée de M. de Nemours. Et M. de Nemours, appliqué à la voir, qui lui donna un trouble confus, dont elle ne savait même pas la cause. Elle alla vers les fenêtres pour voir où elle donnait. Elle trouva qu'elle voyait tout son jardin et la face de son appartement. Et lorsqu'elle fut dans sa chambre, elle remarqua aisément cette même fenêtre, où l'on lui avait dit que venait cet homme. La pensée que c'était M. de Nemours changea entièrement la situation de son esprit. Elle ne se trouva plus dans un certain triste repos qu'elle commençait à goûter. Elle se sentit inquiète et agitée. Enfin, ne pouvant demeurer avec elle-même, elle sortit et alla prendre l'air dans un jardin hors des faubourgs, où elle pensait être seule. Elle crut, en y arrivant, qu'elle ne s'était pas trompée. Elle ne vit aucune apparence qu'il y eût quelqu'un, et elle se promena assez longtemps. Après avoir traversé un petit bois, elle aperçut, au bout d'une allée, dans l'endroit le plus reculé du jardin, une manière de cabinet ouvert de tous côtés, où elle adressa ses pas. Comme elle en fut proche, elle vit un homme couché sur des bancs, qui paraissait enseveli dans une rêverie profonde, et elle reconnut que c'était M. de Nemours. Cette vue l'arrêta tout court, mais ces gens qui la suivaient firent quelque bruit, qui tira M. de Nemours de sa rêverie. Sans regarder qui avait causé le bruit qu'il avait entendu, il se leva de sa place pour éviter la compagnie qui venait vers lui, et tourna dans une autre allée, en faisant une révérence fort basse, qui l'empêcha même de voir ceux qu'il saluait. S'il eût su ce qu'il évitait, avec quelle ardeur serait-il retourné sur ses pas? Mais il continua à suivre l'allée, et Madame de Clèves le vit sortir par une porte de derrière où l'attendait son carrosse. Quel effet produisit cette vue d'un moment dans le cœur de Madame de Clèves? Quelle passion endormie se ralluma dans son cœur, et avec quelle violence! Elle s'alla asseoir dans le même endroit d'où venait de sortir M. de Nemours. Elle y demeura comme accablée. Ce prince se présenta à son esprit, aimable au-dessus de tout, ce qui était au monde, l'aimant depuis longtemps avec une passion pleine de respect et de fidélité, méprisant tout pour elle, respectant jusqu'à sa douleur, songeant à la voir sans songer à en être vu, quittant la cour dont il faisait les délices pour aller regarder les murailles qui la refermaient, pour venir rêver dans des lieux où il ne pouvait prétendre de la rencontrer. Enfin un homme digne d'être aimé par son seul attachement, et pour qui elle avait une inclination si violente qu'elle l'aurait aimé quand il ne l'aurait pas aimé. Mais de plus un homme d'une qualité élevée et convenable à la sienne. Plus de devoirs, plus de vertus qui s'opposassent à ses sentiments. Tous les obstacles étaient levés. Il ne restait de leur état passé que la passion de M. de Nemours pour elle, et que celle qu'elle avait pour lui. Toutes ces idées furent nouvelles à cette princesse.
L'affliction de la mort de M. de Clèves l'avait assez occupée, pour avoir empêché qu'elle n'y eût jeté les yeux. La présence de M. de Nemours les amena en foule dans son esprit. Mais quand il en eut été pleinement rempli, et qu'elle se souvint aussi que ce même homme qu'elle regardait comme pouvant l'épouser était celui qu'elle avait aimé du vivant de son mari, et qui était la cause de sa mort, que même en mourant, il lui avait témoigné de la crainte qu'elle ne l'épousât, son austère vertu était si blessée de cette imagination qu'elle ne trouvait guère moins de crime à épouser M. de Nemours qu'elle en avait trouvé à l'aimer pendant la vie de son mari. Elle s'abandonna à ces réflexions si contraires à son bonheur. Elle les fortifia encore de plusieurs raisons qui regardaient son repos et les maux qu'elle prévoyait en épousant ce prince. Enfin, après avoir demeuré 2 heures dans le lieu où elle était, elle s'en revint chez elle persuadée qu'elle devait fuir sa vue, comme une chose entièrement opposée de son devoir. Mais cette persuasion, qui était un effet de sa raison et de sa vertu, n'entraînait pas son cœur. Il demeurait attaché à M. de Nemours, avec une violence qui la mettait dans un état digne de compassion, et qui ne lui laissa plus de repos. Elle passa une des plus cruelles nuits qu'elle eût jamais passées. Le matin, son premier mouvement fut d'aller voir s'il n'y aurait personne à la fenêtre qui donnait chez elle. Elle y alla, elle y vit M. de Nemours. Cette vue la surprit, et elle se retira avec une promptitude qui fit juger à ce prince qu'il avait été reconnu. Il avait souvent désiré de l'être, depuis que sa passion lui avait fait trouver ses moyens de voir Madame de Clèves, et lorsqu'il n'espérait pas d'avoir ce plaisir, il allait rêver dans le même jardin où elle l'avait trouvé. Lassé enfin d'un état si malheureux et si incertain, il résolut de tenter quelque voie d'éclaircir sa destinée. « Que veux-je attendre » disait-il. « Il y a longtemps que je sais que j'en suis aimé. Elle est libre, elle n'a plus de devoir à m'opposer. Pourquoi me réduire à la voir sans en être vue, et sans lui parler? Est-il possible que l'amour m'ait si absolument ôté la raison et la hardiesse, et qu'il m'ait rendu si différent de ce que j'ai été dans les autres passions de ma vie? J'ai dû respecter la douleur de Madame de Clèves, mais je la respecte trop longtemps, et je lui donne le loisir d'éteindre l'inclination qu'elle a pour moi. » Après ces réflexions, il songea aux moyens dont il devait se servir pour la voir. Il crut qu'il n'y avait plus rien qui l'obligeât à cacher sa passion au vidame de Chartres. Il résolut de lui en parler et de lui dire le dessein qu'il avait pour sa nièce. Le vidame était alors à Paris, tout le monde y était venu donner ordre à son équipage et à ses habits pour suivre le roi qui devait conduire la reine d'Espagne. M. de Nemours alla donc chez le vidame et lui fit un aveu sincère de tout ce qu'il lui avait caché jusqu'alors, à la réserve des sentiments de Madame de Clèves, dont il ne voulut pas paraître instruit. Le vidame reçut tout ce qu'il lui dit avec beaucoup de joie et l'assura que, sans savoir ses sentiments, il avait souvent pensé, depuis que Madame de Clèves était veuve, qu'elle était la seule personne digne de lui. M. de Nemours le pria de lui donner les moyens de lui parler et de savoir quelles étaient ses dispositions. Le vidame lui proposa de le mener chez elle, mais M. de Nemours crut qu'elle en serait choquée, parce qu'elle ne voyait encore personne. Ils trouvèrent qu'il fallait que M. le vidame la priât de venir chez lui sur quelque prétexte et que M. de Nemours y vint par un escalier dérobé, afin de n'être vu de personne. Cela s'exécuta comme il l'avait résolu. Madame de Clèves vint, le vidame l'alla recevoir et la conduisit dans un grand cabinet, au bout de son appartement. Quelque temps après, M. de Nemours entra, comme si le hasard l'eût conduit. Madame de Clèves fut extrêmement surprise de le voir. Elle rougit et essaya de cacher sa rougeur. Le vidame parla d'abord de choses indifférentes et sortit, supposant qu'il avait quelque ordre à donner. Il dit à Madame de Clèves qu'il la priait de faire les honneurs de chez lui et qu'il allait rentrer dans un moment. L'on ne peut exprimer ce que sentirent M. de Nemours et Madame de Clèves, de se trouver seuls et en état de se parler pour la première fois. Ils demeurèrent quelque temps sans rien dire, enfin M. de Nemours rompant le silence. « Enfin, ils vont se parler. »« Pardonnerez-vous à M. de Chartres, madame, lui dit-il, de m'avoir donné l'occasion de vous voir et de vous entretenir, que vous m'avez toujours si cruellement ôté. »« Je ne lui dois pas pardonner, répondit-elle, d'avoir oublié l'état où je suis, et à quoi il expose ma réputation. » En prononçant ces paroles, elle voulut s'en aller et M. de Nemours la retenant. « Ne craignez rien, madame, répliqua-t-il, personne ne sait que je suis ici, et aucun hasard n'est à craindre. Écoutez-moi, madame, écoutez-moi. Si ce n'est par bonté, que ce soit du moins pour l'amour de vous-même, et pour vous délivrer des extravagances où m'emporterait infailliblement une passion dont je ne suis plus le maître. » Madame de Clèves céda pour la première fois au penchant qu'elle avait pour M. de Nemours,
et le regardant avec des yeux pleins de douceur et de charme. « Mais qu'espérez-vous, lui dit-elle, de la complaisance que vous me demandez? Vous vous repentirez peut-être de l'avoir obtenue, et je me repentirai infailliblement de vous l'avoir accordée. Vous méritez une destinée plus heureuse que celle que vous avez eue jusqu'ici, et que celle que vous pouvez trouver à l'avenir, à moins que vous ne la cherchiez ailleurs. »« Moi, madame, lui dit-il, chercher du bonheur ailleurs. Et il y en a-t-il d'autres que d'être aimé de vous? Quoique je ne vous ai jamais parlé, je ne saurais croire, madame, que vous ignorez ma passion, et que vous ne la connaissiez pour la plus véritable et la plus violente qui sera jamais. À quelle épreuve a-t-elle été par des choses qui vous sont inconnues, et à quelle épreuve l'avez-vous mise par vos rigueurs? Puisque vous voulez que je vous parle et que je m'y résous, répondit madame de Clèves en s'asseyant, je le ferai avec une sincérité que vous trouverez malaisément dans les personnes de mon sexe. Je ne vous dirai point que je n'ai pas vu l'attachement que vous avez eu pour moi. Peut-être ne me croiriez-vous pas quand je vous le dirai. Je vous avoue donc, non seulement que je l'ai vu, mais que je l'ai vu tel que vous pouvez souhaiter qu'il m'ait paru. Et si vous l'avez vu, madame, interrompit-il, est-il possible que vous n'en ayez point été touchée, et oserais-je vous demander s'il n'a fait aucune impression dans votre cœur? Vous en avez dû juger par ma conduite, lui répliqua-t-elle, mais je voudrais bien savoir ce que vous en avez pensé. Il faudrait que je fusse dans un état plus heureux pour vous l'oser dire, répondit-il, et ma destinée a trop peu de rapport à ce que je vous dirai. Tout ce que je puis vous apprendre, madame, c'est que j'ai souhaité ardemment que vous n'eussiez pas avoué à M. de Clèves ce que vous me cachiez, et que vous lui eussiez caché ce que vous m'eussiez laissé voir. Il pense qu'elle ne va pas résister, tellement il est irrésistible. Je sais bien qu'il n'y a rien de plus difficile que ce que j'entreprends, répliqua madame de Clèves. Je me défie de mes forces au milieu de mes raisons. Ce que je crois devoir à la mémoire de M. de Clèves serait faible, s'il n'était soutenu par l'intérêt de mon repos, et les raisons de mon repos ont besoin d'être soutenues de celles de mon devoir. Mais quoique je me défie de moi-même, je crois que je ne vaincrai jamais mes scrupules, et je n'espère pas aussi de surmonter l'inclination que j'ai pour vous. Elle me rendra malheureuse, et je me priverai de votre vue, quelque violence qu'il m'en coûte. Je vous conjure, par tout le pouvoir que j'ai sur vous, de ne chercher aucune occasion de me voir. Je suis dans un état qui me fait des crimes de tout ce qui pourrait être permis dans un autre temps, et la seule bienséance interdit tout commerce entre nous. M. de Nemours se jeta à ses pieds et s'abandonna à tous les divers mouvements dont il était agité. Il lui fit voir, et par ses paroles et par ses pleurs, la plus vive et la plus tendre passion dont un cœur ait jamais été touché. Celui de madame de Clèves n'était pas insensible, et regardant ce prince avec des yeux un peu grossis par des larmes, « Pourquoi faut-il, s'écria-t-elle, que je vous puisse accuser de la mort de M. de Clèves? Que n'ai-je commencé à vous connaître depuis que je suis libre? Ou pourquoi ne vous ai-je pas connu devant que d'être engagé? Pourquoi la destinée nous sépare-t-elle par un obstacle si invincible? » « Il n'y a point d'obstacle, madame, reprit M. de Nemours. Vous seul vous opposez à mon bonheur. À mon bonheur, hein, il pourrait dire à notre bonheur quand même. Vous seul vous opposez à mon bonheur. Vous seul vous imposez une loi que la vertu et la raison ne sauraient vous imposer. Il est vrai, répliqua-t-elle, que je sacrifie beaucoup à un devoir qui ne subsiste que dans mon imagination. Attendez ce que le temps pourra faire. M. de Clèves ne fait encore que d'expirer, et cet objet funeste est trop proche pour me laisser des vues claires et distinctes. Ayez cependant le plaisir de vous être fait aimer d'une personne qui n'aurait rien aimé, si elle ne vous avait jamais vu. Croyez que les sentiments que j'ai pour vous seront éternels, et qu'ils subsisteront également, quoi que je fasse. Adieu, lui dit-elle. Voici une conversation qui me fait honte. Rendez-en compte à M. le vidame, j'y consens, et je vous en prie. Elle sortit en disant ces paroles, sans que M. de Nemours pût la retenir. Elle trouva M. le vidame dans la chambre la plus proche. Il la vit si troublée qu'il n'osa lui parler, et il la remit en son carrosse sans lui rien dire. Il revint trouver M. de Nemours, qui était si plein de joie, de tristesse, d'étonnement et d'admiration, enfin de tous les sentiments que peut donner une passion pleine de crainte et d'espérance, qu'il n'avait pas l'usage de la raison. Le vidame fut longtemps à obtenir qu'il lui rendît compte de sa conversation. Il le fit enfin, et M. de Chartres, sans être amoureux, n'eut pas moins d'admiration pour la vertu, l'esprit et le mérite de Madame de Clèves que M. de Nemours en avait lui-même. Ils examinèrent ce que ce prince devait espérer de sa destinée, et quelques craintes que son amour lui pût donner. Il demeura d'accord avec M. le vidame qu'il était impossible que Madame de Clèves demeurât dans les résolutions où elle était. Ils convinrent néanmoins qu'il fallait suivre ses ordres, de crainte que,
Si le public s'apercevait de l'attachement qu'il avait pour elle, elle ne fit des déclarations et ne prit des engagements vers le monde qu'elle soutiendrait dans la suite, par la peur qu'on ne crût qu'elle l'eût aimé du vivant de son mari. M. de Nemours se détermina à suivre le roi. C'était un voyage dont il ne pouvait aussi bien se dispenser, et il résolut à s'en aller, sans tenter même de revoir Madame de Clèves, du lieu où il l'avait vue quelquefois. Il pria M. le vidame de lui parler. Que ne lui dit-il point pour lui dire? Que ne lui dit-il point pour lui dire? Ça veut dire que ne lui recommanda-t-il point de lui dire? Voilà. Quel nombre infini de raisons pour la persuader de vaincre ses scrupules. Enfin, une partie de la nuit était passée devant que M. de Nemours songeât à le laisser en repos. Madame de Clèves n'était pas en état d'en trouver. Ce lui était une chose si nouvelle d'être sortie de cette contrainte qu'elle s'était imposée, d'avoir souffert pour la première fois de sa vie, qu'on lui dit qu'on était amoureux d'elle et d'avoir dit elle-même qu'elle aimait, qu'elle ne se reconnaissait plus. Elle fut étonnée de ce qu'elle avait fait. Elle s'en repentit. Elle en eut de la joie. Tous ses sentiments étaient pleins de troubles et de passion. Elle examina encore les raisons de son devoir qui s'opposaient à son bonheur. Elle sentit de la douleur de les trouver si fortes, et elle se repentit de les avoir si bien montrées à M. de Nemours. Quoique la pensée de l'épouser lui fût venue dans l'esprit sitôt qu'elle l'avait revu dans ce jardin, elle ne lui avait pas fait la même impression que venait de faire la conversation qu'elle avait eue avec lui. Et il y avait des moments où elle avait de la peine à comprendre qu'elle pût être malheureuse en l'épousant. Elle eût bien voulu se pouvoir dire qu'elle était mal fondée, et dans ses scrupules du passé et dans ses craintes de l'avenir, la raison et son devoir lui montraient dans d'autres moments des choses tout opposées, qui l'emportaient rapidement à la résolution de ne point se remarier, et de ne voir jamais M. de Nemours. Mais c'était une résolution bien violente à établir dans un cœur si touché que le sien, et aussi nouvellement abandonné au charme de l'amour. Enfin, pour se donner quelque calme, elle pensa qu'elle n'était point encore nécessaire qu'elle se fît la violence de prendre des résolutions. La bienséance lui donnait un temps considérable à se déterminer. Mais elle résolut de demeurer ferme à n'avoir aucun commerce avec M. de Nemours. Le vidame la vint voir et servit ce prince avec tout l'esprit et l'application imaginables. Il ne la put faire changer sur sa conduite, ni sur celle qu'elle avait imposée à M. de Nemours. Elle lui dit que son dessein était de demeurer dans l'état où elle se trouvait, qu'elle connaissait que ce dessein était difficile à exécuter, mais qu'elle espérait d'en avoir la force. Elle lui fit si bien voir à quel point elle était touchée de l'opinion que M. de Nemours avait causé la mort à son mari, et combien elle était persuadée qu'elle ferait une action contre son devoir en l'épousant, que le vidame craignit qu'il ne fût malaisé de lui ôter cette impression. Il ne dit pas à ce prince ce qu'il pensait, et en lui rendant compte de sa conversation, il lui laissa toute l'espérance que la raison doit donner à un homme qui est aimé. Ils partirent le lendemain et allèrent rejoindre le roi. Monsieur le vidame écrivit à Madame de Clèves, à la prière de M. de Nemours, pour lui parler de ce prince. Et dans une seconde lettre qui suivit bientôt la première, M. de Nemours y mit quelques lignes de sa main. Mais Madame de Clèves, qui ne voulait pas sortir des règles qu'elle s'était imposées, et qui craignait les accidents qui peuvent arriver par les lettres, mandats ou vidame, qu'elle ne recevait plus les siennes, s'il continuait à lui parler de M. de Nemours. Et elle lui manda si fortement que ce prince le pria, même de ne plus le nommer. La cour alla conduire la reine d'Espagne jusqu'en Poitou. Pendant cette absence, Madame de Clèves demeura à elle-même, et à mesure qu'elle s'était éloignée de M. de Nemours et de tout ce qui l'en pouvait faire souvenir, elle rappelait la mémoire de M. de Clèves qu'elle se faisait un honneur de conserver. Les raisons qu'elle avait de ne point épouser M. de Nemours lui paraissaient fortes du côté de son devoir et insurmontables du côté de son repos. La fin de l'amour de ce prince et les maux de la jalousie qu'elle croyait infaillibles dans un mariage lui montraient un malheur certain où elle s'allait jeter, mais elle voyait aussi qu'elle entreprenait une chose impossible que de résister en présence au plus aimable homme du monde qu'elle aimait et dont elle était aimée, et de lui résister sur une chose qui ne choquait ni la vertu ni la bienséance. Elle jugea que l'absence seule et l'éloignement pouvaient lui donner quelque force. Elle trouva... Elle jugea que l'absence seule et l'éloignement pouvaient lui donner quelque force. Elle trouva qu'elle en avait besoin non seulement pour soutenir la résolution de ne pas s'engager, mais même pour se défendre de voir M. de Nemours,
et elle résolut de faire un assez long voyage pour passer tout le temps que la bienséance l'obligeait à vivre dans la retraite. De grandes terres qu'elle avait vers les Pyrénées lui parurent le lieu le plus propre qu'elle put choisir. Elle partit peu de jours avant que la cour revînt, et en partant elle écrivit à M. le vidame pour le conjurer que l'on ne songeât point à avoir de ses nouvelles ni à lui écrire. M. de Nemours fut affligé de ce voyage, comme un autre l'aurait été de la mort de sa maîtresse. La pensée d'être privé pour longtemps de la vue de Madame de Clèves lui était une douleur sensible, et surtout dans un temps où il avait senti le plaisir de la voir et de l'avoir touchée de sa passion. Cependant, il ne pouvait faire autre chose que s'affliger, mais son affliction augmenta considérablement. Madame de Clèves, dont l'esprit avait été si agité, tomba dans une maladie violente, sitôt qu'elle fut arrivée chez elle. Cette nouvelle vint à la cour de M. de Nemours. Cette nouvelle vint à la cour. M. de Nemours était inconsolable. Sa douleur allait au désespoir et à l'extravagance. Le vidame eut beaucoup de peine à l'empêcher de faire voir sa passion au public, et il en eut beaucoup aussi à le retenir et à lui ôter le dessein d'aller lui-même apprendre ses nouvelles. La parenté et l'amitié de M. le vidame furent un prétexte à y envoyer plusieurs courriers. On sut enfin qu'elle était hors de cet extrême péril où elle avait été. Mais elle demeura dans une maladie de langueur qui ne laissait guère l'espérance de vie. Cette vue si longue et si prochaine de la mort fit paraître à Madame de Clèves les choses de cette vie, de cet œil si différent, dont on les voit dans la santé, la nécessité de mourir, dont elle se voyait si proche, l'accoutuma à se détacher de toute chose, et la longueur de sa maladie lui en fit une habitude. Lorsqu'elle revint de cet état, elle trouva néanmoins que M. de Nemours n'était pas effacé de son cœur, mais elle appela à son secours pour se défendre contre lui. Toutes les raisons qu'elle croyait avoir pour ne l'épouser jamais. Il se passa un assez grand combat en elle-même. Enfin, elle surmonta les restes de cette passion qui était affaiblie par les sentiments que sa maladie lui avait donnés. Les pensées de la mort lui avaient rapproché la mémoire de M. de Clèves. Ce souvenir qui s'accordait à son devoir s'imprima fortement dans son cœur. Les passions et les engagements du monde lui parurent tels qu'ils paraissent aux personnes qui ont des vues plus grandes et plus éloignées. Sa santé, qui demeura considérablement affaiblie, lui aida à conserver ses sentiments, mais comme elle connaissait ce que peuvent les occasions sur les résolutions les plus sages, elle ne voulut pas s'exposer à détruire les siennes, ni revenir dans les lieux où était ce qu'elle avait aimé. Elle se retira sur le prétexte de changer d'air, dans une maison religieuse, sans faire paraître un dessein à arrêter de renoncer à la cour. À la première nouvelle qu'en eut M. de Nemours, il sentit le poids de cette retraite, et il en vit l'importance. Il crut dans ce moment qu'il n'avait plus rien à espérer. La perte de ses espérances ne l'empêcha pas de mettre tout en usage pour faire revenir Madame de Clèves. Il fit écrire la reine, il fit écrire le vidame, il l'y fit aller, mais tout fut inutile. Le vidame la vit, elle ne lui dit point qu'elle eût pris de résolution. Il jugea néanmoins qu'elle ne reviendrait jamais. Enfin, M. de Nemours y alla lui-même, sur le prétexte d'aller à des bains. Elle fut extrêmement troublée et surprise d'apprendre sa venue. Elle lui fit dire par une personne de mérite qu'elle aimait et qu'elle avait alors auprès d'elle, qu'elle le priait de ne pas trouver étrange si elle ne s'exposait point au péril de le voir et de détruire par sa présence des sentiments qu'elle devait conserver. Qu'elle voulait bien qu'il sût qu'ayant trouvé que son devoir et son repos s'opposaient au penchant qu'elle avait d'être à lui. Les autres choses du monde lui avaient paru si indifférentes qu'elle y avait renoncé pour jamais, qu'elle ne pensait plus qu'à celle de l'autre vie, et qu'il ne lui restait aucun sentiment que le désir de le voir dans les mêmes dispositions où elle était. M. de Nemours pensa expirer de douleur en présence de celle qui lui parlait. Il la pria 20 fois de retourner à Madame de Clèves, afin de faire en sorte qu'il la vît, mais cette personne lui dit que Madame de Clèves lui avait non seulement défendu de lui aller redire aucune chose de sa part, mais même de lui rendre compte de leur conversation. Il fallut enfin que ce prince repartît aussi accablé de douleur que le pouvait être un homme qui perdait toutes sortes d'espérances, de revoir jamais une personne qu'il aimait d'une passion la plus violente, la plus naturelle et la mieux fondée qui ait jamais été. Néanmoins, il ne se rebuta point encore, et il fit tout ce qu'il put imaginer de capable de la faire changer de dessein. Enfin, des années entières s'étant passées, le temps et l'absence ralentirent sa douleur et éteignirent sa passion. Madame de Clèves vécut d'une sorte qui ne laissa pas d'apparence qu'elle pût jamais revenir. Elle passait une partie de l'année dans cette maison religieuse et l'autre chez elle.
mais dans une retraite et dans des occupations plus saintes que celles des couvents les plus austères. Et sa vie, qui fut assez courte, laissa des exemples de vertus inimitables. C'est clair que... Alors après, est-ce qu'elle a bien fait? Je sais pas. C'est quand même un peu triste. C'est quand même un peu triste. C'est la fin. Hein, donc c'est vraiment la fin. Est-ce que tout ce malheur... voilà, ou alors est-ce qu'elle aurait eu raison? Je sais pas. Je sais pas. Voilà, bah c'est la fin. Enfin, c'était long quand même. Mais mine de rien, par rapport à mon souvenir de secondes, moi c'était en secondes que je l'avais lu. Enfin, que je l'avais lu. Que j'avais lu en diagonale pour le devoir. Donc, bah, en fait, j'ai bien aimé. Maintenant, avec mes yeux de vieille personne. J'ai beaucoup aimé, en fait, ce témoignage. C'est intéressant quand même de savoir comment ça se passait, puis comment étaient les sentiments, la vertu, la religion, tout ça, la pression que ça prend, enfin, sur les gens et tout, sur leur façon de penser. Voilà, bah, c'était une autre époque, mais c'est chouette quand même. C'est quand même bien. Bonne soirée.